signaux électromagnétiques venant de peut-être n'importe quel ADN, et que ceci joue un rôle très important dans la tonisation et l'harmonisation dont parlait Emilio De Giudice à l'instant. Et pour l'instant, nous détectons uniquement ces signaux à partir donc de bactéries pathogènes, ou potentiellement pathogènes, et la question est de savoir pourquoi. Alors pour l'instant, bien sûr, il y a beaucoup de réponses qui ne sont pas remplies, mais nous pensons que ceci peut être lié à la capacité de ces bactéries d'induire un stress oxydant, c'est-à-dire la production de radicaux libres, peut-être justement à partir de l'eau. Et c'est peut-être une stratégie qu'ont choisi ces bactéries pour augmenter leur pouvoir pathogène, car ceci, donc, l'émission de signaux pourrait donc induire, contribuer à un stress oxydant qui lui-même affaiblirait le système immunitaire. Et c'est pour l'instant, bien sûr, une hypothèse, mais ceci peut expliquer en tout cas pourquoi actuellement nous détectons surtout ces signaux d'agents pathogènes. Voici une expérience donc sur le terrain. Nous mesurons des dilutions de -2 à -15 et à certaines dilutions, nous avons une batterie de signaux qui apparaît de -8, -9, -10, -11 et ensuite on revient au bruit de fond. Voilà donc comment nous mesurons ces signaux, à la fois donc par le changement de fréquence et par l'amplitude. J'ai mis ici une liste qui n'est pas définitive, bien sûr, des bactéries que nous avons étudiées. Il y a probablement d'autres qui émettent également, mais je répète, ce sont surtout des bactéries dont le potentiel pathogène est connu. Et si nous travaillons avec des probiotiques, par exemple, il n'y a pas de signaux. Si nous travaillons aussi avec des virus atténués qui sont présents dans les vaccins, il n'y a pas de signaux. Mais par contre, donc, les virus que vous voyez ici, le virus du sida, de l'AIDS, les virus de l'hépatite sont émetteurs de signaux. Également, donc, des bactéries importantes dans les maladies chroniques, comme Borrelia burgdorferi, associée à la maladie de Lyme, et Suterella, je vous montrerai plus tard, associée à l'autisme. Alors l'interprétation, pour l'instant, c'est que la double hélice d'ADN va induire des états particuliers dans l'eau, peut-être des structures de cristal liquide associées, qui vont garder une certaine information, mais ne vont pas vibrer. Elles vibreront ainsi que seulement à une certaine dilution assez grande et émettre des signaux qui vont eux-mêmes permettre la reproduction de ces structures. Alors je vais essayer maintenant de vous montrer ce qui était annoncé par mon collègue Emilio tout à l'heure, que ces structures proviennent de l'ADN, qu'elles proviennent de l'émission de signaux électromagnétiques et que les signaux électromagnétiques vont reproduire ces structures et que finalement ils portent une information spécifique de l'ADN, ce qui soulève beaucoup de problèmes théoriques et en tout cas crée beaucoup de remous dans la communauté scientifique. Mais je persiste ici, et je ne suis pas le seul maintenant, à dire que ceci est vrai, qu'il y a un rôle de ces émissions dans le maintien de la structure et le transport de la structure de l'ADN. Alors on peut séparer l'origine bactérienne ou virale de ces signaux du fait que les structures qui les émettent n'ont pas la même taille. Si les structures passent les filtres de 20 nanomètres, elles sont plus petites. Donc, de 20 nanomètres, elles proviennent d'ADN viral, de séquences d'ADN viral. Si par contre, elles sont retenues par des filtres de 20 nanomètres et passent les filtres de 100 nanomètres, elles proviennent probablement d'ADN de bactéries. L'évidence pour ces structures, l'évidence physique pour ces structures vient d'études de spectrométrie dans le proche infrarouge qui ont été faites en collaboration
avec le professeur Tsinkova à l'université de Kobe, il y a des changements spectrométriques fins, mais détectables dans les dilutions qui produisent les signaux. Donc ceci est réel. Nous travaillons donc ici avec des structures réelles atomiques de l'eau. Mais bien sûr, je répète, ces structures vont s'auto-maintenir par l'émission de signaux électromagnétiques. Alors, les premières expériences ont été faites de transmission de cette information d'ADN par les structures à partir de tubes de polystyrène mis côte à côte. Nous avons donc pris une dilution émettrice de signaux dans l'eau et nous mettons à côté un tube d'eau pure et on essaye de voir si, d'une part, la résonance par rapport à la formation de signaux se fait dans le tube d'eau, et d'autre part, si cette résonance aboutit à reconstituer la structure d'ADN à partir des nanostructures émises dans l'eau. Donc voilà le schéma du système. Donc un tube émetteur, dilution -6 de l'ADN, 2 nanogrammes par mille au départ, donc 10 000 fois plus faible. Et ce tube d'ADN est inséré dans une solénoïde à côté d'un tube d'eau, le tube numéro 2, et enfermé dans une coque de mu-métal pour éviter les émissions électromagnétiques extérieures. Mais ici, on utilise donc un générateur qui va produire des ondes de l'ordre de 7 Hz pendant toute une nuit. 18 heures plus tard, on prend le tube d'eau, on le dilue et on s'aperçoit que les premières dilutions émettent des signaux, comme le tube de départ d'ADN. Ces signaux sont ensuite analysés pour voir s'ils contiennent l'information spécifique de la structure de l'ADN du tube numéro 1. Pour cela, on fait donc un PCR avec des dilutions successives. Vous avez en haut ici le tube numéro 1, le tube de départ, et vous avez en bas, vous voyez, le tube qui a reçu les signaux, le tube d'eau qui a reçu les signaux pendant la nuit venant du tube 1. Et vous voyez qu'on peut détecter une bande de même plan moléculaire et même à des dilutions plus fortes dans ce tube numéro 2. Donc on a bien transmis le même taille d'ADN et l'analyse des séquences va nous montrer que la séquence est la même. Alors cette expérience a été critiquée parce qu'on a dit très bien, mais vous êtes dans un laboratoire où vous travaillez sur cet ADN depuis longtemps. Alors je viens de vous dire que dans ce cas-là, c'était l'ADN du virus HIV, d'une partie régulatrice de son génome de l'ordre de 104 paires de bases. On nous a dit, mais vous avez probablement contaminé parce que vous travaillez sur... Voilà. Alors nous allons donc imaginer une expérience un peu plus complexe qui fait appel bien sûr à des collègues d'autres laboratoires et on essaie de transmettre à distance le signal dans des laboratoires qui n'avaient jamais travaillé avec cet ADN du virus HIV. Et c'est relativement facile, il n'y a pas beaucoup de laboratoires dans le monde qui travaillent, enfin relativement tous, qui travaillent sur cet ADN de virus. Donc là, nous avons commencé donc à prendre un tube d'ADN, enregistrer son signal, numériser et rendre sous forme digitale dans un ordinateur et envoyer ce signal par Internet dans un laboratoire récepteur qui donc va retransformer ce signal en analogique et induire un courant électrique dans un solénoïde qui enferme un tube d'eau et cette eau donc va être informée par le signal modulé reçu par l'autre laboratoire.
Et finalement, en ajoutant tous les ingrédients de la PCR, on va à nouveau reconstituer la séquence d'ADN. Alors ceci a été fait dans plusieurs laboratoires, notamment le premier laboratoire italien, celui de l'université de Benevento, et qui a donc utilisé essentiellement un morceau d'ADN du HIV, de la LTR. C'était fait également avec un autre ADN émetteur qui est celui de Borrelia burgdorferi, ADN bactérien de 499 paires de base, et ce laboratoire allemand, de Göttingen, a également réussi à reconstituer cette séquence. Et j'ajoute qu'à Rome même, un autre laboratoire vient de réussir également la transmission des ADN de la LTR du virus. Et donc nous avons quelques images ici qui nous montrent à nouveau la transmission à Benevento. Alors vous pouvez noter également qu'il y a des dilutions qui ne transmettent pas. C'est quelque chose que nous avons observé un certain nombre de fois. Il y a bien sûr, nous ne contrôlons pas totalement le système. Il peut y avoir des interférences avec les émissions électromagnétiques extérieures. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de protection de l'ADN de l'eau informée contre des radiations électromagnétiques extérieures. Et nous avons ici la bande correspondant à Borrelia burgdorferi, et elle qui répond à l'émission dans ce cas-là. Donc je répète, ce sont probablement des événements extérieurs d'émissions électromagnétiques qui parfois empêchent la transmission, la formation des éléments. La question est de savoir à quoi donc servent cet ADN. J'ai fait ici une hypothèse, c'est que ces structures de l'eau qui portent l'information ADN peuvent donc être reconstituées dans des cellules réceptrices, notamment les cellules du système immunitaire, et dans ce cas-là, perturber les réactions des lymphocytes, par exemple, les réactions immunitaires des lymphocytes, soit au niveau cellulaire, soit au niveau des anticorps. Et l'autre possibilité également, qu'indépendamment de cette transmission de l'information, il y a des générations donc, de radicaux libres, d'un stress oxydant, qui lui-même aussi va diminuer les réactions immunitaires. Mais donc, en tout cas, ce système peut-être a été utilisé par les bactéries et les virus pour augmenter leur pouvoir pathogène. Alors, je donne ici une liste de quelques applications dans les cas d'urgence. Par exemple, il existe dans les opérations à cœur ouvert, qui sont longues, une ischémie qui entraîne une souffrance de la muqueuse intestinale. Il y a donc passage de bactéries potentiellement pathogènes dans le sang. C'est ce que nous avons observé en liaison avec un laboratoire d'un hôpital de Milan. Effectivement, donc ceci peut être utile pour faire un traitement antibiotique d'urgence dans le cas où il y a passage de ces bactéries. Ceci également peut être appliqué à la sécurité des transfusions de sang, puisqu'on peut détecter des organismes que nous n'avons pas encore identifiés. Et donc, il n'y a pas de technique, soit immunologique, soit moléculaire, pour les détecter. Donc, on peut augmenter encore la sécurité de ces transfusions. Mais enfin, et surtout, donc on peut détecter des micro-organismes qui ne sont pas encore connus dans des maladies chroniques qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. Et je vais vous en donner une liste tout à l'heure et quelques exemples. Et je vais vous parler, pour commencer, de AIDS, du SIDA, où tous les problèmes n'ont pas été résolus. Le problème du fait qu'on ne peut pas guérir des patients, malgré la thérapie, à long terme, puisqu'il existe un réservoir d'ADN viral mal identifié, son origine et sa localisation sont mal identifiées, mais il est là, et dès qu'on arrête le traitement de trithérapie, eh bien, les virus commencent à se multiplier. Il faut aussi expliquer pourquoi cette
épidémie de sida s'est surtout localisée dans les régions de l'Afrique sous-saharienne. Est-ce qu'il y a donc des plus grandes sensibilités ou des cofacteurs de l'infection qui augmentent sa transmission dans ces régions? Et nous avons une surprise, c'est de trouver que dans le cas du sida, il y a deux agents qui émettent des signaux. Le virus lui-même, mais pas les particules virales. C'est l'ADN du virus qui émet, notamment la LTR, dont j'ai donné un exemple tout à l'heure, parce que les structures qui émettent sont plus petites que 20 nanomètres et on les trouve essentiellement dans le plasma. Il y a donc un deuxième agent qui, lui, passe les filtres de 20 nanomètres, mais est retenu par les filtres de 100 nanomètres, plus grands. Et donc les nanostructures sont plus grandes et cet agent est essentiellement localisé au globule rouge, ce qui est aussi une surprise, car en principe les globules rouges n'ont pas d'ADN. Ils ont éliminé leur noyau et en principe il n'y a plus d'ADN génomique humain. Je vous donne simplement ici un exemple de ces mesures. Dans un essai clinique, on a utilisé comme traitement complémentaire à la trithérapie un mélange d'herbes en Afrique, d'herbes immunostimulantes et antioxydantes. Alors on voit ici en rouge le temps zéro avant ce traitement, c'est-à-dire qu'à certaines dilutions, à partir de D4 jusqu'à D7, on voit une augmentation significative des signaux, de l'intensité des signaux, et cette intensité diminue donc en fonction du traitement. Donc on a un effet ici probablement sur le réservoir d'ADN viral. Et si maintenant on regarde l'ADN de bactéries, et c'est une faute ici, c'est marqué du plasma, c'est en fait des globules rouges, vous avez aussi un pic d'émission entre D8 et D13 et qui s'atténue en fonction du traitement. Donc on a ici un effet qui montre que peut-être en agissant sur les défenses immunitaires et le stress oxydant, on peut à la fois diminuer le réservoir d'ADN viral et diminuer le rôle des cofacteurs bactériens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cofacteur? Je vous parle ici de recherches qui sont en cours, car c'est un problème assez difficile à résoudre. Le portrait de cet agent, merci. Et qu'il est quand même bactérien d'origine, puisqu'il a, on peut détecter des séquences d'ADN ribosomal, donc il a des ribosomes CSS, typiquement des bactéries, une rickettsie. Il est sensible aux antibiotiques, à la fois dans les cultures in vitro et aussi chez les malades traités par antibiotiques. Il peut pousser dans le lignée cellulaire. On voit des structures en microscopie électronique qui ressemblent à des rickettsie, mais ce n'est pas une rickettsie connue en tout cas. Et donc, cet agent, on doit se poser la question de son origine, de sa présence. Il semble qu'il soit présent dans une grande partie de la population humaine, mais il y a un variant spécifique du virus du sida. C'est-à-dire que cet agent, probablement, est un vecteur, un transporteur, mais il transporte des séquences qui sont uniquement présentes chez les personnes infectées par le virus du sida. Pour l'instant, nous en détectons 3 par PCR, mais il y en a beaucoup plus. Donc, ces séquences sont d'origine chromosomique humaine. C'est aussi un paradoxe. Alors, comment ces séquences chromosomiques humaines, qui sont présentes uniquement chez les... certaines sont présentes uniquement chez les personnes infectées par le VIH, mais aussi d'autres sont présentes dans une partie de la population africaine. Comment ces séquences contribuent à la pathogénie du virus, on ne sait pas, mais il est possible qu'elles sont associées donc avec un pouvoir plus grand d'induction du stress oxydant dans l'agent X présent dans les cellules rouges.
Donc, en plus, donc, ces séquences, elles sont émettrices de signaux. Donc, on peut penser que cet agent cofacteur peut augmenter le stress oxydant présent, déjà induit dans l'organisme par le virus et aussi par les traitements antirétroviraux, et donc contribue à l'activation des lymphocytes, qui sont les cibles principales du virus. Donc on crée davantage de lymphocytes activés par le stress oxydant par cet agent. Donc le virus du sida, qui lui-même n'a pas de gène pour activer des lymphocytes qu'il doit infecter, se sert de ce cofacteur pour activer des lymphocytes et ainsi permettre sa réplication. Nous en sommes là, bien sûr, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, mais je voudrais vous montrer par exemple un exemple ici de ce que donne la PCR sur une des séquences d'origine chromosomique humaine présente dans les globules rouges. C'est un test relativement facile à faire. En tout cas, on peut donc faire des études épidémiologiques pour voir la présence dans les populations de ce cofacteur et d'autre part suivre des traitements visant à faire disparaître ce cofacteur grâce à la disparition de la bande PCR, ou disparition des signaux. Donc voici où nous en sommes. Des séquences qui émettent des signaux seulement chez les patients infectés par du virus pathogénique. Et ces séquences sont présentes, émettrices de signaux, uniquement chez les patients infectés par un virus pathogène et n'existent pas chez les patients HIV- ou les patients qui résistent à l'infection. Dans ce schéma, on résume un peu l'état de nos connaissances à l'heure actuelle. Je rappelle, ces recherches ne sont pas terminées et montrent en tout cas l'intérêt de la détection des signaux électromagnétiques combinés avec la PCR dans le cas du sida. Voilà donc en anglais ce que je viens de dire. Une nouvelle bactérie intracellulaire a été trouvée dans les cellules rouges du sang. Un variant qui porte des séquences chromosomiques d'ADN est présent chez tous les patients infectés et certaines de ces séquences sont également présentes chez des individus africains HIV négatifs. Là, il n'y a pas de signaux de production. Alors, ceci nous pousse à conclure que le rôle des séquences d'ADN est important, mais n'est pas le seul dans l'émission des signaux. Il dépend peut-être de l'exposition de l'ADN à des modifications chimiques, comme l'interaction avec des radicaux libres de l'eau. Mais ces signaux sont toujours pour l'instant associés avec la pathogénicité. Je vais vous donner plus rapidement un deuxième exemple, c'est l'autisme. Dans l'autisme, considéré comme une maladie psychiatrique, on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi une maladie organique. Beaucoup de troubles intestinaux, par exemple, chez les enfants atteints par l'autisme. Et un groupe de l'Université de Columbia, dirigé par Jan Likin, a pu isoler de biopsies idéales d'enfants autistes souffrant de troubles intestinaux une bactérie, Suturella, qui n'est pas présente à l'état chez les enfants normaux, à l'état normal, dans l'intestin des enfants non atteints d'autisme et même souffrant de troubles intestinaux. Et nous, ce que nous avons trouvé, c'est que cette bactérie est également présente dans le sang. Et nous suggérons donc que dans cette affaire, il y a des passages anormaux d'intestin au sang et du sang au cerveau, en autisme. En plus, nous détectons des signaux électromagnétiques chez 85% des enfants autistes étudiés sur une série de 150. Nous voici donc des signaux qui viennent du plasma
d'enfants autistes, et donc l'intensité au-dessus de 8 fond est très importante. Et donc nous avons aussi, la PCR nous indique qu'il y a formation donc, dans le sang, passage dans le sang, de ce groupe de bactéries reconnues par la PCR. Ce qui est intéressant, c'est que cette corrélation n'est pas seulement une corrélation, mais aussi un risque de causalité. Si on traite ces enfants par des courses d'antibiotiques associées à d'autres produits, antioxydants et biostimulants, on fait baisser à la fois les signaux électromagnétiques, baisser la PCR et aussi améliorer l'état clinique des enfants. Je vous montre ici donc le cas de 3 enfants qui ont été traités par l'antibiotique, l'enfant AB, au temps 0, les M0 ce sont les mois, donc après 5 mois on voit une baisse de l'ADN détecté de Shigella, et on voit aussi une baisse des signaux électromagnétiques chez le même enfant. On a une quantité de 35% au départ. Le traitement par l'azithromycine est fait baisser, mais peut-être pas suffisamment, donc on a changé d'antibiotique et on voit une baisse supérieure de l'intensité des signaux. Et en même temps, donc, des changements, une amélioration de la condition clinique de ces enfants. Parfois, ces effets sont très spectaculaires, en ce sens que l'enfant, apparemment, semble guéri, mais il faut maintenir souvent, revenir, enfin, continuer de surveillance de façon à refaire des traitements antibiotiques si les signes réapparaissent. Alors, ce tableau, qui a été donc constitué par des études faites en France, en Italie également, notamment par le docteur Nicolas Ottolacci à Paris, montre que sur 148 enfants, 85% ont un plasma qui émet des signaux électromagnétiques et 82% d'entre eux ont une réponse positive avec la PCR subterrana. Beaucoup moins avec un autre agent dont on a également une PCR spécifique qui est Borrelia, mais ceci peut dépendre des régions. Il est possible que c'est un groupe de bactéries pathogènes qui passe, et ce n'est pas forcément toujours le même, mais en tout cas il doit être sensible dans tous les cas au traitement antibiotique. Et donc, ceci est une connaissance importante, je crois, à faire diffuser, c'est que grâce à nos tests, plus à l'expertise d'un groupe de médecins sur les antibiotiques, qui s'appelle Chronimed, nous avons un moyen de réduire, de donner un espoir sérieux aux parents des enfants autistes. Donc je voulais terminer en pensant qu'on peut extrapoler ces observations à d'autres maladies chroniques, où il est possible que différents facteurs d'environnement, et ce sont ces facteurs qui actuellement peuvent varier le plus que la susceptibilité génétique, permettent donc à des individus d'être en état, peut-être pas d'immunosuppression totale comme dans le cas du sida, mais d'immunodépression, et par ces facteurs induisent notamment un stress oxydant, qui permet à ce moment-là donc à la prolifération, au passage anormal de bactéries dans le sang et réduire davantage un stress oxydant. Cette phase est réversible, c'est-à-dire si on supprime donc ces agents bactériens, on les diminue. Supprimer, c'est peut-être un mot trop fort, mais au moins diminuer le rôle de ces agents. Si on corrige le stress oxydant par des antioxydants bien choisis, on peut empêcher l'évolution vers des phases irréversibles où là, des mutations somatiques peuvent fixer l'état pathogène et même avoir un effet prion dans le cas du cerveau. Et c'est le cas, par exemple, des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson,
trouve des signaux, et la maladie d'Alzheimer, on trouve également des signaux d'origine bactérienne dans le plasma de ces personnes. Donc là, je donne un message d'espoir grâce aux signaux, grâce à toute la collaboration que nous avons eue, notamment avec nos collègues physiciens et nos collègues médecins italiens. Et je veux donc vous remercier.